Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle émission ensemble sur le canapé de Voyage au bout de la nuit. Et ce soir, nous plongeons dans le début 20e et mi-20e siècle avec un écrivain, poète et philosophe français que vous connaissez forcément. Bon, alors moi, je connais aussi la rue. Paul Valéry, qui est situé dans le 16e à Paris. J'imagine qu'il y en a aussi plein d'autres dans la France. Mais c'est bel et bien cet auteur de grand talent, je le rappelle, Paul Valéry, avec lequel nous passons la soirée ce soir. Alors avant de vous lire l'œuvre que nous avons choisie ici pour vous, eh bien quelques mots sur l'auteur Paul Valéry, qui est né à Sète, près de Montpellier, en 1871, et mort à Paris en juillet 1945. Alors, il entame ses études donc dans sa ville d'enfance à Sète, puis au lycée à Montpellier, et commence en 1889 des études de droit. Cette même année, c'est là qu'il publie ses premiers vers dans la revue maritime de Marseille. Et à l'époque, eh bien, sa poésie s'inscrit dans le mouvement du symbolisme. Et c'est vraiment après la Première Guerre mondiale que Paul Valéry devient une sorte de poète officiel, immensément célèbre, comblé d'honneur. Et il dédicacera pendant la Seconde Guerre mondiale, cette fois, l'un de ses livres à Hélène Baird, une jeune femme qui était un peu la Anne Frank française et qui se décida ainsi à écrire son propre journal. Sachez aussi qu'il fut membre du Front national de la Résistance et il meurt le 20 juillet 1945, quelques semaines du coup seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à la demande de Charles de Gaulle, eh bien, il eut des funérailles nationales. Il est inhumé dans sa ville natale à Sète, au cimetière marin, qu'il avait d'ailleurs célébré ce cimetière dans l'un de ses poèmes. Je vous cite quelques vers. « Ce toit tranquille où marchent les colombes, entre les pins palpitent, entre les tombes. » Alors ce soir, nous lisons ensemble des dialogues philosophiques et poétiques, écrits donc par Paul Valéry. Il les écrit l'un avec lequel je vais commencer, Eupalinos ou l'architecte, en 1921. Et puis nous lirons ensemble après L'âme et la danse, publié 2 ans plus tard. Sachez que ces poètes ont précédé d'un an, ces poèmes plutôt, ont précédé d'un an sa nomination à l'Académie française, rien que cela. Je vous laisse à mon écoute, si je puis dire. Et vous savez que vous pouvez réagir dès à présent avec le hashtag VBN. Surtout, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très agréable soirée. Eupalinos ou l'architecte. Phèdre. Que fais-tu là, Socrate? Voici longtemps que je te cherche. J'ai parcouru notre pâle séjour. Je t'ai demandé de toutes parts. Tout le monde ici te connaît et personne ne t'avait vu. Pourquoi t'es-tu éloigné des autres ombres? Et quelle pensée a réuni ton âme à l'écart des nôtres sur les frontières de cet empire transparent? Socrate. Attends, je ne puis pas répondre. Tu sais bien que la réflexion chez les morts est indivisible. Nous sommes trop simplifiés maintenant pour ne pas subir jusqu'au bout le mouvement de quelque idée. Les vivants ont un corps qui leur permet de sortir de la connaissance et d'y rentrer. Ils sont faits d'une maison et d'une abeille. Phèdre. Merveilleux, Socrate. Je me tais. Socrate. Je te remercie de ton silence. L'observant, tu fis aux dieux et à ma pensée le sacrifice le plus dur. Tu as consumé ta curiosité et immolé ton impatience à mon âme. Parle maintenant librement. Et si quelque désir te reste de m'interroger, je suis prêt à répondre, ayant achevé de me questionner et de me répondre à moi-même. Mais il est rare qu'une question que l'on a réprimée ne se soit pas dévorée elle-même dans l'instant. Phèdre. Pourquoi donc cet exil? Que fais-tu, séparé de nous tous? Alcibiade, Zénon, Ménexène, Lysis, tous nos amis sont étonnés de ne pas te voir. Ils parlent sans but et leurs ombres bourdonnent. Socrate. Regarde et entends. Phèdre. Je n'entends rien, je ne vois pas grand-chose. Socrate. Peut-être n'es-tu pas suffisamment mort.
C'est ici la limite de notre domaine. Devant toi coule un fleuve. Phèdre, hélas, pauvre Ilicius. Socrate. Celui-ci est le fleuve du temps. Il ne rejette que les âmes sur cette rive, mais tout le reste, il l'entraîne sans effort. Phèdre. Je commence à voir quelque chose, mais je ne distingue rien. Tout ce qui file et qui dérive, mes regards le suivent un instant et le perdent sans l'avoir divisé. Si je n'étais pas mort, ce mouvement me donnerait la nausée tant il est triste et irrésistible. Ou bien, je serais contraint de l'imiter à la façon des corps humains. Je m'endormirais pour m'écouler aussi. Socrate. Ce grand flux, cependant, est fait de toutes choses que tu as connues ou que tu aurais pu connaître. Cette nappe immense et accidentée, qui se précipite sans répit, roule vers le néant. Toutes les couleurs. Vois comme elle est terne dans l'ensemble. Phèdre. Je crois, à chaque instant, que je vais discerner quelque forme, mais ce que j'ai cru n'arrive jamais à éveiller la moindre similitude dans mon esprit. Socrate, c'est que tu assistes à l'écoulement vrai des êtres, toi, immobile dans la mort. Nous voyons de cette rive si pure toutes les choses humaines et les formes naturelles, mues selon la vitesse véritable de leur essence. Nous sommes comme le rêveur, au sein duquel les figures et les pensées, bizarrement altérées par leur fuite, les êtres se composent avec leur changement. Ici, tout est négligeable et cependant tout compte. Les crimes engendrent d'immenses bienfaits et les plus grandes vertus développent des conséquences funestes. Le jugement ne se fixe nulle part. L'idée se fait sensation sous le regard et chaque homme traîne après soi un enchaînement de monstres qui est fait inextricablement de ses actes et des formes successives de son corps. Je songe à la présence et aux habitudes des mortels dans ce cours si fluide. Et que je fus l'un d'entre eux, cherchant à voir toutes choses comme je les vois précisément maintenant. Je plaçais la sagesse dans la posture éternelle où nous sommes. Mais d'ici, tout est méconnaissable. La vérité est devant nous, et nous ne comprenons plus rien. Phèdre. Mais d'où peut donc, ô Socrate, venir ce goût de l'éternel qui se remarque parfois chez les vivants ? Tu poursuivais la connaissance. Les plus grossiers essaient de préserver désespérément jusqu'aux cadavres des morts. D'autres bâtissent des temples et des tombes qu'ils s'efforcent de rendre indestructibles. Les plus sages et les mieux inspirés des hommes veulent donner à leurs pensées une harmonie et une cadence qui les défendent des altérations comme de l'oubli. Socrate. Folie, ô Phèdre, tu le vois clairement. Mais les destins ont arrêté que, parmi les choses indispensables à la race des hommes, figurent nécessairement quelques désirs insensés. Il n'y aurait pas d'homme sans l'amour, ni la science n'existerait sans d'absurdes ambitions. Et d'où penses-tu que nous ayons tiré la première idée et l'énergie de ces immenses efforts qui ont élevé tant de villes très illustres et de monuments inutiles que la raison admire, qui eût été capable de les concevoir? Mais la raison, cependant, y eut quelque part, tout sans elle serait par terre. Socrate, tout. Phèdre, te souviens-t-il de ces constructions que nous vîmes faire au Pirée? Oui. De ces engins, de ces efforts, de ces flûtes qui les tempéraient de leur musique, de ces opérations si exactes, de ces progrès à la fois si mystérieux et si clairs. Quelle confusion! Tout d'abord qui sembla se fondre dans l'ordre. Quelle solidité, quelle rigueur naquirent entre ces fils qui donnaient les aplombs et le long de ces frêles cordeaux tendus pour être affleurés par la croissance des lits de briques. Socrate, je garde ce beau souvenir. Ô matériaux, belle pierre, ô trop léger que nous sommes devenus. Phèdre, et de ce temple hors les murs auprès de l'autel de Borée, te souvient-il ? Socrate. Celui d'Artémis, la chasseresse? Phèdre. Celui-là même, oui. Un jour, nous avons été par là. Nous avons discouru de la beauté. Socrate. Hélas. Phèdre. J'étais lié d'amitié avec celui qui a construit ce temple. Il était de Mégare et s'appelait
Eupalinos. Il me paraît volontiers de son art, de tous les soins et de toutes les connaissances qu'il demande. Il me faisait comprendre tout ce que je voyais avec lui sur le chantier. Je voyais surtout son étonnant esprit. Je lui trouvais la puissance d'Orphée. Il prédisait leur avenir monumental aux informes amas de pierre et de poutres qui gisaient autour de nous. Et ces matériaux, à sa voix, semblaient voués à la place unique où les destins favorables à la déesse les auraient assignés. Quelle merveille que ces discours aux ouvriers! Il n'y demeurait nulle trace de ces difficiles méditations de la nuit. Il ne leur donnait que des ordres et des nombres. Socrate, c'est la manière même de Dieu. Phèdre. Ces discours et leurs actes s'ajustaient si heureusement qu'on eût dit que ces hommes n'étaient que ses membres. Tu ne saurais croire, Socrate, quelle joie c'était pour mon âme de connaître une chose si bien réglée. Je ne sépare plus l'idée d'un temple de celle de son édification. En voyant un, je vois une action admirable, plus glorieuse encore qu'une victoire et plus contraire à la misérable nature. Le détruire et le construire sont égaux en importance, et il faut des âmes pour l'un et pour l'autre. Mais le construire est le plus cher à mon esprit. Oh, très heureux Eupalinos. Socrate. Quel enthousiasme du nombre pour un fantôme. Je n'ai pas connu cet Eupalinos. C'était donc un grand homme? Je vois qu'il s'élevait à la suprême connaissance de son art. Est-il ici? Phèdre. Il est sans doute parmi nous, mais je ne l'ai encore jamais rencontré dans ce pays. Socrate. Je ne sais pas ce qu'il pourrait y construire. Ici, les projets eux-mêmes sont souvenirs. Mais réduits que nous sommes aux seuls agréments de la conversation, j'aimerais assez l'entendre. Phèdre. J'en ai retenu quelques préceptes. Je ne sais s'il te plairait. Moi, il m'enchante. Socrate. Peux-tu m'en redire quelqu'un? Écoute donc. Il disait bien souvent « Il n'y a point de détail dans l'exécution ». Socrate. Je comprends et je ne comprends pas. Je comprends quelque chose et je ne suis pas sûre qu'elle soit bien celle qu'il voulait dire. Phèdre. Et moi, je suis certain que ton esprit subtil n'a pas manqué de bien saisir. Dans une âme si claire et si complète que la tienne, il doit arriver qu'une maxime de praticien prenne une force et une étendue toute nouvelle. Si elle est véritablement nette et tirée immédiatement du travail par un acte bref de l'esprit, qui résume son expérience, sans se donner le temps de divaguer, elle est une matière précieuse ou philosophe. C'est un lingot d'or brut que je te remets. Orfèvre. Socrate. Je fus orfèvre de mes chaînes. Mais considérons ce précepte. L'éternité ici nous convie à n'être pas économes de parole. Cette durée infinie doit ou ne pas être, ou contenir tous les discours possibles, et les vrais comme les faux. Je puis donc parler sans nulle crainte de me tromper, car si je me trompe, je dirai vrai tout à l'heure, et si je dis vrai, je dirai faux un peu plus tard. Ô Phèdre, tu n'es pas sans avoir remarqué dans les discours les plus importants, qu'il s'agisse de politique ou des intérêts particuliers des citoyens, ou encore dans les paroles délicates que l'on doit dire à un amant lorsque les circonstances sont décisives, tu as certainement remarqué quel poids et quelle portée prennent les moindres petits mots et les moindres silences qui s'y insèrent. Et moi, qui ai tant parlé avec le désir insatiable de convaincre, je me suis moi-même à la longue convaincue que les plus graves arguments et les démonstrations les mieux conduites avaient bien peu d'effet. Sans le secours de ces détails insignifiants en apparence, et que par contre, des raisons médiocres, convenablement suspendues à des paroles pleines de tact, ou dorées comme des couronnes, séduisent pour longtemps les oreilles. Ces entremetteuses sont aux portes de l'esprit. Elles lui répètent ce qui leur plaît, et elles le lui redisent à plaisir, finissant par lui faire croire qu'il entend sa propre voix. Le réel d'un discours, c'est après tout cette chanson, et cette couleur d'une voix que nous traitons à tort comme détails et accidents. Phèdre, tu fais un immense détour, cher Socrate, mais je te vois revenir de si loin avec 1000 autres exemples et toutes tes forces dialectiques déployées. Socrate, considère aussi la médecine.
le plus habile opérateur du monde qui met ses doigts industrieux dans ta plaie, si légère que soient ses mains, si savante, si clairvoyante soit-elle, pour sûr qu'il se sente de la situation des organes et des veines, de leur rapport et de leur profondeur, quelle que soit aussi sa certitude des actes, qu'il se propose d'accomplir dans ta chair des choses à retrancher et des choses à rejoindre. Si par quelque circonstance dont il ne s'est pas préoccupé, un fil, une aiguille dont il se sert, un rien qui, dans son opération, lui est utile, n'est point exactement pur ou suffisamment purifié, il te tue. Te voilà mort. Phèdre. Heureusement, la chose est faite, et c'est précisément celle qui m'advint. Socrate. Te voilà mort, te dis-je, te voilà mort, guéri selon toutes les règles, car toutes les exigences de l'art et de l'opportunité étant satisfaites, la pensée contemple son œuvre avec amour. Mais tu es mort, un brin de soie mal préparé a rendu le savoir assassin. Ce plus mince des détails a fait échouer l'œuvre, l'Esculape et d'Athéna. Phèdre. Eupalinos le savait bien. Socrate. Il en est ainsi, dans tous les domaines, à l'exception de celui des philosophes, dont c'est le grand malheur qu'ils ne voient jamais s'écrouler les univers qu'ils imaginent, puisqu'enfin, ils n'existent pas. Phèdre. Eupalinos était l'homme de son précepte. Il ne négligeait rien. Il prescrivait de tailler des planchettes dans le fil du bois, afin qu'interposées entre la maçonnerie et les poutres qui s'y appuient, elles empêchassent l'humidité de s'élever dans les fibres, et but de les pourrir. Il avait de pareilles attentions et tous les points sensibles de l'édifice. On ne dit qu'il s'agissait de son propre corps. Pendant le travail de la construction, il ne quittait guère le chantier. Je crois bien qu'il en connaissait toutes les pierres. Il veillait à la précision de leur taille. Il étudiait minutieusement tous ces moyens que l'on a imaginés pour éviter que les arêtes ne s'entament et que la netteté des joints ne s'altère. Il ordonnait de pratiquer des ciselures, de réserver des bourrelets, de ménager des biseaux dans le marbre des parements. Il apportait les soins les plus exquis aux enduits qu'il faisait passer sur les murs de simples pierres. Mais toutes ces délicatesses ordonnées à la durée de l'édifice étaient peu de choses au prix de celles dont il usait quand il élaborait les émotions et les vibrations de l'âme du futur contemplateur de son œuvre. Il préparait à la lumière un instrument incomparable, qu'il a répandit, tout affecté de formes intelligibles et de propriétés presque musicales dans l'espace où se meuvent les mortels. Pareil à ces orateurs et à ces poètes, auxquels tu pensais tout à l'heure, il connaissait, ô Socrate, la vertu mystérieuse des imperceptibles modulations. Nul ne s'apercevait devant une masse délicatement allégée et d'apparence si simple, d'être conduit à une sorte de bonheur par des courbures insensibles, par des inflexions infimes et toutes puissantes, et par ces profondes combinaisons du régulier et de l'irrégulier qu'il avait introduites et cachées, et rendues aussi impérieuses qu'elles étaient indéfinissables. Elles faisaient le mouvement spectateur, dociles à leur présence invisible, passaient de vision en vision et de grand silence au murmure du plaisir. À mesure qu'il s'avançait, se reculait, se rapprochait encore, et qu'il errait dans le rayon de l'œuvre mue par elle-même, et le jouet de la seule admiration. Il faut, disait cet homme, que mon temple meuve les hommes comme les meut l'objet aimé. Socrate. Cela est divin. J'ai entendu, cher Phèdre, une parole toute semblable et toute contraire. Un de nos amis, dont il est inutile de dire le nom, disait de notre Alcibiade, dont le corps était si bien fait, en le voyant, on se sent devenir architecte. Que je te plains, cher Phèdre. Tu es ici bien plus malheureux que moi-même. Je n'aimais que le vrai. Je lui ai donné ma vie. Or, dans ces prés élysiens, quoique je doute encore si je n'ai pas fait un assez mauvais marché, je puis imaginer toujours qu'il me reste quelque chose à connaître. Je cherche, volontiers parmi les ombres, l'ombre de quelque vérité. Mais toi,
de qui la beauté toute seule a formé les désirs et gouverné les actes, te voici entièrement démunie. Les corps sont souvenirs, les figures sont de fumée. Cette lumière si égale en tous les points, si faible et si écœurante de pâleur. Cette indifférence générale qu'elle éclaire, ou plutôt qu'elle imprègne, sans rien dessiner exactement. Ces groupes à demi transparents que nous formons de nos fantômes, ces voix tout amorties qui nous restent à peine, et qu'on dirait chuchoter dans l'épais d'une toison ou dans l'indolence d'une brume. Tu dois souffrir, cher Phèdre, mais encore ne pas assez souffrir. Cela même nous est interdit, étant vivre. Phèdre. Je crois à chaque instant que je vais souffrir, mais ne me parle pas, je te prie, de ce que j'ai perdu. Laisse ma mémoire à soi-même, laisse-lui son soleil et ses statues. Oh, quel contraste me possède. Il y a peut-être, pour les souvenirs, une espèce de seconde mort que je n'ai pas encore subie. Mais je revis, mais je revois les cieux éphémères. Ce qu'il y a de plus beau ne figure pas dans l'éternel. Socrate, où donc le places-tu? Phèdre. Rien de beau n'est séparable de la vie, et la vie est ce qui meurt. Socrate, on peut le dire, mais la plupart ont de la beauté, je ne sais quelle notion immortelle. Phèdre, je te dirais, Socrate, que la beauté, selon ce Phèdre que je fus, Socrate, Platon n'est-il pas dans ces parages? Phèdre, je parle contre lui. Socrate, eh bien, parle. Phèdre, ne réside pas dans certains rares objets, ni même dans ces modèles situés hors de la nature et contemplés par les âmes les plus nobles, comme les exemplaires de leurs desseins et les types secrets de leurs travaux. Choses sacrées et dont il conviendrait de parler avec les mots même du poète. Gloire du long désir idée. Socrate. Quel poète? Phèdre. Le très admirable Stéphanos qui parut tant de siècles après nous. Mais à mon sentiment, l'idée de ces idées, desquelles notre merveilleux Platon est le père, est infiniment trop simple et comme trop pure pour expliquer la diversité des beautés, le changement des préférences dans les hommes, l'effacement de tant d'œuvres qui furent portées au nu, les créations toutes nouvelles et les résurrections impossibles à prévoir. Il y a bien d'autres objections. Socrate. Mais quelle est ta propre pensée? Phèdre. Je ne sais plus comment la saisir. Rien ne l'enferme, tout la suppose. Elle est en moi, comme moi-même. Elle agit infailliblement. Elle juge, elle désire. Mais quand elle exprimait, je le puis aussi difficilement que je puis dire ce qui me fait moi et que je connais si précisément et si peu. Et c'est ainsi que se termine notre première partie de lecture avec Paul Valéry et ses poèmes philosophiques. Je reprendrai cette lecture dans un prochain voyage. Alors d'ici là, plusieurs choses. Déjà, vous pouvez voir et revoir ces émissions en replay sur le site de D8. Vous pouvez aussi les commenter avec le hashtag VBN. Vous allez pour cela sur Twitter ou la page Facebook de l'émission. Et puis vous pouvez également m'envoyer vos propres messages avec le @VicMontfort sur Twitter. J'ai également une page sur Facebook. Je répondrai à vos témoignages, vos questions, vos coups de cœur avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez suivre un petit peu mon actualité artistique, eh bien, allez sur mon blog. Tous les jours, je poste sur somethingaboutVictoria.com. Je vous y attends nombreux et nombreuses. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle après-midi, mais non, n'importe quoi, une très belle matinée et après-midi et soirée et nuit, puisque vous ne zappez jamais, vous êtes sur D8. On se revoit très vite. Merci à tous et à très bientôt.